j'ai envie de développer un peu. Donc, je suis allé sur HAL, hein, qui permet de récupérer plein d'abstracts de papier, universitaires notamment. C'est ce qu'on appelle de l'open science, hein, par opposition au closed science, comme on a de l'open source et du closed source. Quand vous faites de l'OSINT, allez récupérer justement tout ce qui est en open science. Ça permet de consolider, hein, vos bases sur différents sujets. HAL, hein, c'est vraiment, allez voir, c'est un très bon site. Donc je vous mettrai les liens en description de la vidéo et on va parler un peu de l'Ethereum, hein, pour développer un petit peu le sujet. Donc l'archive ouverte, hein, pluridisciplinaire HAL, c'est destiné au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés. Hein, c'est le premier truc où vous devez aller creuser. Je passe mon temps, hein, à éplucher justement les bases de données pour récupérer des papiers pertinents, pour accroître mes connaissances et pas vous raconter que des bêtises. Alors, on va parler un petit peu de ce document, qui est un document de travail du Centre d'économie de la Sorbonne. C'est bien, on ne fait pas que de l'informatique, ça devient intéressant. Alors, quand je vous dis que c'est multidisciplinaire le hacking, vous voulez pas me croire. Alors, l'Ethereum, c'est un protocole d'échange décentralisé qui ne produit pas seulement une crypto-monnaie, mais permet aussi la création par les utilisateurs de smart contracts. Même si la plateforme laisse beaucoup de liberté aux acteurs en termes de développement d'applications, des questions de sécurité et de robustesse se posent encore concernant les protocoles, les plateformes, les bugs dans le cas des contrats. Il y a toujours cet antagonisme, hein, entre blockchain public et blockchain privé. D'accord? On croit toujours qu'il y a une unique blockchain. Non, c'est faux. Hein, il y en a une qui est privée, une qui est publique. La plus connue des blockchains publiques, c'est le Bitcoin. Alors, dans le présent développement, on va s'intéresser à la mise en œuvre des contrats intelligents à l'aide de technologies de blockchain issues de celles utilisées pour développer la blockchain Ethereum, hein, puisque là je vous parle de l'Ether, et c'est une crypto combustible, comme on l'appelle. Hein. Le Bitcoin et l'Ethereum, pour résumer, ce sont tous les deux des réseaux peer-to-peer qui utilisent des concepts proches dans la blockchain distribuée. Mais la blockchain de Satoshi, dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo, est principalement orienté vers des transactions financières, alors que celui de Vitalik Buterin ne se limite pas aux transactions et à la création de monnaie, mais permet aussi, et c'est là que ça devient intéressant pour nous, à la création de contrats intelligents. L'idée avec l'Ethereum, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des DAO, c'est-à-dire des organisations autonomes décentralisées. C'est une forme de contrat à long terme qui contient des actifs et code tous les règlements par une organisation entière. Alors, en 2014, on a Vitalik Buterin, hein, en bon français. Donc, première phase, hein, d'exploitation, de recherche et développement en 2013, lancement en 2015 et phase 2 en 2016. Donc, l'Ethereum, je pense que vous connaissez tous de nom. Au moins, on va introduire, hein, c'est une crypto-monnaie basée sur un protocole d'échange qui est décentralisé et qui s'apparente à une blockchain publique. L'objectif est de fournir une blockchain avec un langage de programmation permettant de coder des fonctions d'état arbitraires répondant à de multiples applications. Donc le langage utilisé est un langage de programmation intégré de Turing. Alors, c'est ce qui va permettre en fait à un être humain d'écrire un programme informatique, le code source destiné à être exécuté par une machine, généralement un ordinateur. Le code source subit une transformation ou une évaluation dans une forme exploitable par la machine, de ce qui permet d'obtenir un programme exécutable. Voilà, je pense que vous savez de quoi on parle. Hein? Le principe de compilation. Donc voilà, tout ce que vous faites en informatique est basé sur quoi? Sur le langage de programmation intégré de Turing. Turing, hein, je rappelle, ce brillant, mathématicien qui a travaillé à Bletchley Park et qui a réussi à décrypter avec sa time bomb la machine Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était homosexuel. Du coup, l'Angleterre lui a fait la misère, castration chimique de force, et il sera réhabilité bien plus tard, à la fin des années 80. Un drôle de parcours, mais un brillant homme. Donc c'est grâce à ce langage de programmation intégré de Turing qui va permettre à quiconque d'écrire des contrats intelligents et des applications décentralisées avec ses propres règles pour la propriété, les formats de transaction et les formats de transition d'état.
l'Ethereum, c'est une machine virtuelle ayant son propre mécanisme de code interne, développant son propre algorithme avec un temps de résolution qui est très rapide. On parle de moins de 15 secondes. L'idée est d'utiliser le principe du blockchain. Alors, blockchain masculin ou féminin, j'ai tendance à dire féminin parce que c'est une chaîne de blocs, mais apparemment on parle d'un blockchain. Alors autant pour moi, si par défaut, j'utiliserai des fois le féminin. Donc un blockchain, c'est quoi? C'est un registre distribué qui utilise tout simplement de la crypto, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos. On va la coupler avec des programmes autonomes capables d'exécuter automatiquement des conditions prédéfinies. Rappelons que le Bitcoin utilise des scripts qui ne permettent ni les boucles, ni les vérifications a priori de l'existence des fonds, ni la possibilité d'ailleurs d'établir des contrats avec plusieurs étapes, ni des offres d'échange décentralisées ou encore moins des protocoles d'engagement cryptographique dits à 2 étapes. En fait, l'idée sous-jacente à l'Ethereum était de construire une nouvelle chaîne de blocs avec la possibilité naturellement d'avoir des fonctionnalités illimitées, avec de nouveaux scripts en vue de proposer des applications basées sur le consensus, évolutives et standardisées, avec une fonctionnalité complète, une facilité de développement et surtout une interopérabilité. On peut imaginer de nombreuses applications associées à ces contrats. Enchères, marché de prédiction, gestion d'identité, réputation, traçabilité des produits alimentaires, achat de crédit, d'énergie, bornes de ravitaillement électrique, instruments financiers auto-exécutifs. Donc, je vous ai dit, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Je pense que nos sociétés modernes d'ici 30 ans ne se feront que par des contrats intelligents. Ça n'engage que moi. Là, c'est moi qui parle. Alors, l'Ethereum et les contrats intelligents. Quelle est cette étroite liaison? En fait, le code, lorsque le code pour le contrat intelligent est prêt et compilé, ce contrat intelligent est déployé sur la blockchain, au sein d'un IDE, d'un environnement de développement intégré. Vous allez voir, on va en utiliser un tout à l'heure pour faire notre petite bidouille. Donc, il va recevoir une adresse, ça c'est important, à laquelle il va pouvoir envoyer des messages. Afin de ne pas se retrouver sur l'architecture publique du blockchain Ethereum, ce qui coûterait entre autres très cher. On a des répertoires qui sont créés permettant d'accéder au skeleton, au squelette d'une application Ethereum. Le smart contract, en fait, il travaille ainsi, avec un environnement dit privé. Notons qu'un contrat intelligent correspond à des programmes informatiques autonomes qui, une fois démarrés, exécutent automatiquement des conditions définies au préalable avec des instructions conditionnelles du type if-then. D'accord? Utilisation des informations disponibles sur la blockchain, sur le blockchain, autant pour moi. Donc ces contrats doivent être capables de réduire les coûts de vérification, d'exécution et d'arbitrage, et notamment arbitrage et de fraude, parce qu'il peut y avoir, comme dans tout domaine bancaire, de la fraude. Alors ils peuvent être amenés à gérer des fonds également, ou à authentifier des entités externes. Dans cet environnement, le code doit être digne de confiance, ainsi les développeurs et les utilisateurs de contrats intelligents doivent être en mesure de vérifier les propriétés de ces contrats et de disposer de correcteurs qui sont fiables. Alors on peut imaginer de nombreuses applications, je vous l'ai déjà donné, enchères, marché de prédiction, gestion d'identité, réputation, location d'appartements, de voitures, paiement des musiciens, traçabilité des produits alimentaires ou autres, achat de crédit d'énergie, bornes de ravitaillement électrique, instruments financiers auto-exécutifs. On a notamment à ce sujet le projet Corda. Alors, quelles sont les questions ouvertes liées à cette technologie avant qu'on voit un petit peu certains types de failles qu'on peut trouver, notamment la re-entrance attack, l'attaque de réentrée. Avant de se lancer dans l'aventure de l'utilisation d'un blockchain Ethereum pour réaliser des contrats intelligents, un certain nombre de questions nécessitent d'être prises en compte, qui pour l'instant n'ont pas encore été résolues. Elles concernent la logistique nécessaire pour mettre en œuvre les applications, la sécurité des codes et des plateformes, le stockage, le hackage, le hacking, le phishing, les failles dans le code, les questions des boucles infinies, les bibliothèques, l'adéquation entre l'environnement EVM et le code des contrats. Alors quand je parle d'EVM, on parle en fait de Virtual Ethereum Machine, c'est-à-dire une machine virtuelle Ethereum. Puisqu'en préambule, je vous disais quoi? Que les blockchains, en fait, ce sont des machines virtuelles, des VM, un peu à part. Alors, le code des contrats, qu'est-ce qu'on a spécifiquement là-dedans?
On pourrait dire qu'on a tout d'abord la logistique nécessaire pour la majorité des applications proposées avec cette technologie. Et malheureusement, elle n'est pas encore en place. Ensuite, la sécurité. Puisqu'on fait de la cybersécurité, la sécurité est étroitement liée à la technologie utilisée. Et malheureusement, elle est encore problématique. Ethereum a été créé pour développer des applications décentralisées, ce qu'on appelle du DApps, D-A-P-P-S. C'est une abréviation entre Decentralized, décentralisé, et Applications en anglais. Decentralized Applications, c'est du DApps. Et il existe actuellement un écosystème de développement de ces applications, avec des systèmes de programmation variés. Donc il est important pour les acteurs de s'assurer que le code peut naturellement assurer la sécurité du système et produire l'ensemble des tâches souhaitées avec des objectifs préétablis tout en étant compatible avec la blockchain Ethereum, Ether. Alors, on va voir que malheureusement, il existe un certain nombre de bugs actuellement dans le code de ces contrats. C'est ce que je vous disais en introduction dans la précédente vidéo. Ces bugs vont des dépendances entre les commandes de transaction aux exceptions qui sont non réalisées. Un autre bug lié à l'environnement DOA, ce qu'on appelle organisation autonome décentralisée, pourrait être l'incident de juin 2016, au cours duquel, lors de transfert d'Ether d'un compte à un autre, un attaquant a créé une fonction de récurrence permettant de retirer plus d'Ether que la valeur du compte de contrepartie. D'accord? Et ça a entraîné une perte de 70 millions de dollars. Même si les développeurs ont remplacé la transaction de l'attaquant par une transaction de remboursement, une des conséquences a entraîné un fork. Et il existe 2 devises Ethereum distinctes depuis 2016. Il y a eu un schisme. On a l'ETH, l'Ethereum, et on a l'Ethereum classique, ETC. Alors, les contrats intelligents peuvent stocker de la monnaie, ça on l'a vu. Donc, je vous ai dit que, par nature, tout est traçable. C'est traçable jusqu'à qu'il y ait un impondérable. Et un impondérable, c'est quoi? Ça va être Toto le hacker. D'accord? Les contrats intelligents peuvent stocker de la monnaie, certes. Mais s'ils sont hackés et que la crypto-monnaie est volée, le transfert se fait de manière irréversible. Et il est très difficile à tracer. D'accord? Donc, vous voyez qu'on trouve des failles. Okay, il y a la transparence qui était obligatoire. On voit que si on commence à attaquer, ce principe de transparence est peut-être rendu caduque. Le montant aussi des sommes stockées est important. C'est un élément incitatif fort pour des attaques de la part des hackers. Franchement, moi je crois que je passerai mon temps à faire ça. Et je serai super riche. Je ferai pas des vidéos sur YouTube. Bon. Alors, a priori, tous les codes contractuels sont stockés publiquement sur la chaîne de blocs, ce qui permet aux attaquants de sonder le système avec toute l'information et de tester une série d'attaques. Le stockage, l'accès aux emplacements de mémoire à court terme, l'appel à d'autres contrats avec des possibilités de boucle infinie, seulement limitées par le coût en gaz, pose de risques réels avec la possibilité de l'incursion de mineurs malveillants. On l'a vu avec n'importe quelle crypto-monnaie, on a aussi des mineurs malveillants. Alors, ne vous méprenez pas, le coût en gaz, c'est une unité interne utilisée dans le VM, dans la machine virtuelle Ethereum. C'est une expression consacrée. Sinon, vous allez me dire, mais pourquoi tu me parles de gaz là? On n'est pas en train de parler des pipelines. Non, c'est une expression dédiée à l'EVM. Est-ce que l'environnement complexe du turning complet, utilisé par un système transactionnel de gestion d'argent, est en fait approprié? Les contrats ont pour objectif d'être amenés à communiquer entre eux, et ce paradigme de communication à contrats croisés a des conséquences importantes, car les interactions contractuelles sont souvent par nature complexes. Et bien que les contrats soient sécurisés, leur sécurité peut néanmoins être violée au moment de l'appel du code d'un contrat tiers potentiellement malveillant et inconnu. Ensuite, les bibliothèques, je vous en ai parlé, on va rentrer dans les détails, elles sont fournies par les développeurs professionnels. C'est souvent en code dit standard, et leur implémentation pour coder un modèle EVM peut s'avérer complexe et diverger des implémentations compatibles avec le consensus invoqué par les utilisateurs. Des propositions sont en cours pour adapter l'environnement EVM. On a notamment Etherlight qui propose un moteur d'exécution symbolique pour vérifier les bugs communs dans les contrats intelligents. On a également Solidity
IDE avec Wi-Fi qui est écrit dans le langage Solidity de niveau supérieur. Nous avons constaté également de nombreux développements informatiques qui sont encore nécessaires pour assurer la robustesse du code sous-jacent de la technologie Ethereum, utilisée pour développer des contrats intelligents. Donc le piratage des plateformes, c'est un autre problème. On l'a vu, 17 juillet 2017, un pirate est arrivé à voler plus de 8 millions de dollars en Ether dans les premières minutes de la levée de fonds, ce qu'on appelle l'ICO, lancé par CoinDash. Donc le pirate a pris le contrôle du site officiel CoinDash en remplaçant l'adresse Ethereum par la récolte de fonds publiée sur la page web de CoinDash par sa propre adresse du portefeuille Ether. Ainsi, lorsque les personnes envoyaient des Ethers à CoinDash, vous avez bien compris, ceux qui étaient reçus par notre pirate. On a aussi quoi ? On a aussi des problèmes avec le phishing. Si on a du phishing qui conduit le client vers un faux site de confiance où l'on demande la clé privée ou le mot de passe, ça va permettre encore une fois aux pirates d'accéder aux Ethers. D'accord ? Donc de nombreux développements informatiques sont encore nécessaires pour assurer la robustesse du code sous-jacent de la technologie Ethereum qui est utilisée pour développer des contrats intelligents. Faut que ça soit dit. Alors quelle gouvernance ? Il est important de noter que l'Ethereum est un protocole d'échange décentralisé qui, à la différence du Bitcoin, ne produit pas seulement une crypto-monnaie. On a le projet Ethereum à l'origine qui a été alimenté par une levée de fonds ICO de 18 millions de dollars. L'Ether, mais ça permet la création par des utilisateurs de smart contracts. L'écosystème Ethereum est évolutif, ce qui lui donne sa force, son originalité, mais pour l'instant une certaine faiblesse, car il lui manque des outils de qualité en termes de logiciels utilisables, en particulier pour des contrats intelligents conçus pour imposer des règles commerciales protégeant la mise à jour d'un système d'enregistrement. Ainsi, on constate que lié au protocole Ethereum et à la mise en place de contrats intelligents par des opérateurs de gestion, des questions de sécurité et de robustesse se posent concernant le protocole. La sécurité des plateformes, les bugs dans les codes des contrats, les défauts de code et le multisignature. Pour l'instant, la plateforme Ethereum laisse beaucoup de liberté aux acteurs, ce qui est positif, car cela permet de l'innovation en termes de développement des applications via les contrats intelligents. Mais d'un autre côté, ça augmente les problèmes que nous venons d'évoquer. Quelle est la stratégie de la plateforme sur le plus long terme ? Donc, il apparaît donc nécessaire de mettre en place une forme de gouvernance qui ne remet pas en cause la technologie blockchain qui est juridique par excellence. Cette technologie a du succès, mais il faut savoir qu'elle apporte de plus en plus aux environnements actuels et quelles sont les contraintes et ses propres limites. Concernant les failles de programmation, elles incombent tout d'abord aux développeurs. C'est le cas dans la programmation des codes multisignature où plusieurs approbations sont nécessaires pour une transaction. Ce qui a été d'ailleurs à l'origine d'une perte de 30 millions lors de l'utilisation du logiciel Parity Technology, dont une nouvelle version est apparue par la suite le 19 juillet 2017. Quand elles sont à l'origine de la perte d'argent, les mineurs ont soit le choix de récupérer les Ethers, mais ceci remet en cause l'immuabilité du code, ou bien de geler les transactions correspondant aux Ethers concernés. Solution peu sécure dans le temps. Donc on revient alors à la question de l'utilisation du blockchain pour des applications financières. Quelle est réellement cette finalité ? C'est des questions qu'on doit se poser sur le long terme. Il est aussi de la responsabilité des banques centrales, je vous en parlais dans la première vidéo, d'informer les consommateurs des risques actuels encourus lors de l'utilisation de cette technologie. Avec les connaissances d'aujourd'hui, notamment inciter les consommateurs à prendre un certain nombre de précautions avant de se lancer dans cette aventure. C'est pour ça que moi, j'encourage pas les gens à la crypto-monnaie. Il y a plein d'influenceurs qui vous le font. Moi, je suis pas un influenceur, donc je vous parlerai pas de crypto. Là, j'en parle parce que on aborde le sujet sur THM, d'accord ? Et puis, c'est un sujet qui me fascine, mais je vois tout le côté débilitant, habilitant, les gens qui deviennent fous, qui pensent que par crypto-monnaie. Je vois les fermes de minage qui sont en train de détruire la planète, qui demandent toujours plus de consommation comme Internet. Donc on a des réels problèmes avec le réchauffement climatique. Est-ce que la crypto-monnaie va nous sauver ? J'ai de sérieux doutes. Mais est-ce que ça nous permettra d'avoir des sociétés de contrôle parfaites, de surveillance totale et d'être des esclaves dans la matrice ? Ça, j'en suis persuadé. Mais ça n'engage que moi, je vous le disais. Donc, revenons plus terre à terre
aux USA, hein, on a la SEC. Donc la SEC, c'est la Security Exchange, hein, c'est grosso modo la plus haute instance sur le système bancaire qui va réguler, hein, à la fois réguler les marchés et s'assurer qu'il n'y a pas de, comment dire, de malversation financière. Donc je vous disais, la SEC a produit le 25 juillet 2017 un rapport indiquant que les levées de fonds en crypto-monnaie ICO tombaient sous le coup des lois fédérales relatives aux titres et actions, étant ainsi dans son rôle de protecteur des investisseurs. C'est ce que fait la SEC. Il semble indispensable, hein, que d'autres régulateurs nationaux prennent des mesures du même type et adoptent leur approche de manière globale. Ensuite, on va parler un petit peu des spécifications techniques. Dans l'Ethereum, on trouve deux types de concepts, les comptes et les fonctions de transition. Chaque compte comprend le nonce, son solde en Ether, le code du contrat et le stockage du compte. On distingue deux types de comptes. On a les comptes de propriété externe, donc qui sont contrôlés par des clés privées et identifiés par une adresse dérivée de la clé publique correspondante obtenue à l'aide de la fonction cryptographique SHA-3. Et on a les comptes qui sont liés à un contrat, identifié cette fois-ci par une adresse dérivée de manière déterministe à partir d'une adresse de compte externe connue et contrôlée par le code. Donc ces comptes, ils contiennent l'adresse du contrat, le solde du contrat, le code et l'état d'exécution du programme. Un compte externe ne contient pas de code, mais on peut envoyer des messages d'un compte externe en créant et en signant une transaction. Chaque fois que le compte de contrat reçoit un message, son code s'active, lui permettant de lire et d'écrire dans le système interne et d'envoyer d'autres messages ou de créer des contrats en retour. D'accord? Donc l'environnement d'exécution pour les contrats Ethereum et la machine virtuelle Ethereum EVM, où tout est écrit dans un langage en bytecode, en bas niveau, c'est ce qu'on appelle le Turing complet. D'accord? Le logiciel EVM se trouve sur les nœuds du réseau, nœud de réseau qui exécute naturellement le bytecode du contrat. Chaque bloc Ethereum est stocké sur une racine, hein, c'est le root, qu'on appelle l'arbre de Patricia, hein, le Patricia Tree, qui contient l'état de chaque compte, hein, l'historique complet de l'exécution des programmes distribués, le numéro du bloc et le processus de validation. Donc l'Ethereum met en œuvre des frais de minage pour les mêmes raisons que Bitcoin. En effet, le VM permet d'exécuter des contrats avec des boucles potentiellement infinies ou des opérations coûteuses en termes de calcul. Donc pour compenser les mineurs pour ces calculs qui prennent beaucoup de temps, les contrats consomment un gaz. C'est là où je vous disais, c'est une expression consacrée. Le gaz est une unité interne utilisée dans le VM. Le prix du gaz est un prix acheté en Ether, en ETH. D'accord? Chaque instruction VM affecte le coût du gaz. Hein. Lorsqu'un compte appelle un compte, l'appel est accompagné de l'équilibre du compte et des données transférées. Hein, le solde est transféré est alors déposé sur le compte qui est appelé. Lorsque le compte appelé est un compte externe, il se produit un simple transfert de solde. Et lorsque le compte appelé est cette fois-ci un contrat, après le transfert du solde, le code du contrat appelé est exécuté s'il y a assez de gaz pour exécuter toutes les instructions. Hein. Chaque instruction consommant du gaz. C'est vraiment important. Donc les langages, hein, peuvent être Solidity, qui est similaire à du JavaScript, Viper, on a notre ami Serpent, hein, qui est similaire à Python, ou du LEM, et ils sont compilés en bytecode EVM.